Bonjour à tous. Donc je vais essayer de rattraper un peu le retard parce que ma thématique est assez concise. Donc je vais vous parler de la seule prise en charge ALD qu'on a pour l'ensemble de nos pathologies dentaires, et pourtant on a plus de 400 pathologies. Donc c'est bien maigre, mais ça veut dire qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Donc c'est quand même une grosse avancée, et pour nous c'est un peu mettre le pied dans la porte, et donc on n'aura plus qu'à pousser la porte pour le reste. Donc la génésie dentaire, c'est l'absence congénitale de dents. Donc on définit soit une hypodontie, c'est moins de 6 dents absentes, et dans ce cas-là, c'est pas une maladie rare. En revanche, l'oligodontie, plus de 6 dents absentes, la prévalence fait qu'on a moins d'une personne sur 2000, et donc on est bien dans une maladie orpheline. Et donc ça peut aller jusqu'à l'anodontie dans certaines pathologies syndromiques et plutôt dans des syndromes de dysplasie ectodermique. L'oligodontie, dans notre cohorte de patients, c'est 50% de nos consultations. Donc c'est la pathologie la plus fréquente dans nos maladies rares. C'est donc une problématique du quotidien. Et c'est réellement handicapant, à la fois sur le plan fonctionnel, à la fois sur le plan esthétique. C'est des patients qui vont nécessiter des soins de la petite enfance. Il va falloir accompagner la croissance, il va falloir modifier les prothèses pour qu'elles s'adaptent à la croissance des maxillaires. Il va falloir faire des traitements d'orthodontie, d'orthopédie pour compenser les défauts de croissance, parce que la dent permet la croissance de l'os. Donc si on n'a pas la dent, on n'a pas la croissance de l'os. Donc c'est vraiment des prises en charge qui sont complexes et qui aboutissent à l'âge adulte avec, eh bien, une fois qu'on a remis en place les mâchoires, on a remis en place les dents, eh bien, il faut réhabiliter les espaces qui sont édentés. Et pour ça, la solution de choix, c'est l'implantologie. Et donc c'est pour ça que grâce aux associations de famille, ils ont pu obtenir, parce qu'ils obtiennent beaucoup plus de choses que nous les médecins, ils ont pu obtenir le remboursement de ces implants dentaires qui permettent, et c'est la seule technique qui permet d'avoir une réhabilitation fixe, c'est-à-dire ne pas avoir à 20 ans un dentier à enlever et à poser sur la table de nuit avant de s'endormir. Donc il y a cette prise en charge rentre dans le cadre des ALD 31, donc les ALD hors liste. Il y a une prise en charge spécifique pour l'enfant qui est définie vraiment. On a une indication qui est très précise. C'est pour stabiliser une prothèse mandibulaire, une prothèse complète mandibulaire après échec de la prothèse standard. Et donc souvent chez les enfants qui n'ont pas de dents, eh bien, la crête osseuse est très fine et la prothèse conventionnelle ne tient pas. Donc pour lui permettre de tenir, on peut réaliser 2 implants dans cette région antérieure qu'on appelle la région symphysaire, qui est une région dans laquelle il n'y a plus de croissance osseuse. Donc on peut y poser un implant, et puis on va mettre un petit clip, et comme ça on va venir clipser comme un bouton pression la prothèse, et donc ça va permettre à l'enfant de mastiquer et de parler sans que sa prothèse gigote dans tous les sens. Donc ça, c'est la prise en charge chez l'enfant. L'expérience, en tout cas, nous de notre centre, mais je crois elle est un petit peu partagée, fait que on n'y a pas recours si souvent que ça. Ça n'empêche que c'est très bien qu'elle existe, mais je ne pense pas la grande majorité des demandes d'ALD qui sont faites auprès de la CNAM. En revanche, la prise en charge chez l'adulte représente très certainement 98% des demandes, et donc c'est ces patients qui, une fois avoir fait tous les traitements, eh bien, nécessitent cette prise en charge. Donc pareil, il y a un texte qui permet d'encadrer cette ALD 31, et donc la prise en charge, le texte nous dit que les implants seront pris en charge à partir de 6 dents manquantes, donc 6, égales ou supérieures à 6, et il ne faut pas que ce soit des dents fréquemment absentes. Donc ils ont listé les dents qui étaient les moins fréquemment absentes. Donc pour la faire simple, il y a un seul cas de figure qui n'est pas pris en charge quand on a 6 dents manquantes, c'est des agénésies des incisives latérales maxillaires accompagnées des agénésies des secondes prémolaires. Tous les autres cas d'oligodontie rentrent dans le champ d'application de la LD 31 et donc doivent être pris en charge. On doit obtenir un accord. Et
cette prise en charge, et vous l'avez vu, bien réservée à l'adulte, ce qui fait qu'il faut faire cette demande quand le patient est adulte. Si vous faites cette demande, même s'il a une oligodontie, mais qu'il est enfant, on obtiendra un refus, mais ce qui est logique. Donc ça, c'est un petit point, parce qu'au départ, et surtout les patients, ça les rassure de se dire mais je vais faire le dossier tout de suite, comme ça au moins la CNAM sait que je vais avoir besoin d'un plan plus tard. Mais non, en fait, ça sert à rien de le faire en avance, il faut le faire au bon moment. Et on a d'ailleurs parlé tout à l'heure de la validité de cette ALD. Elle est valable à vie, mais il faut la renouveler, donc c'est encore des papiers supplémentaires, ça prend des mois et des mois pour avoir la réponse, donc autant le faire au moment où on doit démarrer les traitements et pas tellement par anticipation. Alors, quel est le chemin de cette demande ? Eh bien, c'est soit le médecin traitant, soit les centres de référence qui peuvent faire la demande. Donc, il faut remplir le papier CERFA d'ALD classique, accompagné d'un document qu'ils ont appelé de façon impropre, à mon avis, aide au remplissage. En fait, c'est un document à part qui permet d'identifier le nombre de dents manquantes, le numéro des dents manquantes et, grosso modo, le plan de traitement proposé par le praticien. Accompagné d'une radiographie panoramique de moins d'1 an qui met en évidence effectivement que ce sont bien des dents absentes de façon congénitale et pas des dents qui ont été extraites pour une raison X ou Y. Donc ces 3 documents sont envoyés par le patient à sa caisse primaire d'assurance maladie et ensuite ces documents sont transmis au niveau de la cellule maladie rare de la caisse nationale d'assurance maladie. Ils sont expertisés, donc soit par les dentistes experts de la CNAM, parfois, ils nous ont sollicité pour également expertiser ces dossiers. Et ensuite, l'accord est renvoyé auprès de la CPAM qui le retransfère au niveau du patient. Donc, vous voyez que le circuit est assez long. Et c'est la raison pour laquelle il faut anticiper les choses et s'y prendre 3 à 6 mois en avance pour être sûr d'avoir l'accord au moment où on sera... au moment où on réalisera les soins. Donc voilà à quoi ressemble le document. Donc qu'est-ce qu'il faut indiquer ? C'est comme un dossier classique. Maintenant, les CPAM ont un petit peu plus l'habitude de ces ALD 31 liées aux agénésies dentaires, mais au départ, on avait beaucoup de refus parce que pour eux, agénésie dentaire ne voulait pas dire maladie rare et donc, ou maladie génétique. Donc il fallait... c'était inconnu pour eux. Donc en fait, le mot magique, c'était de marquer dans la classification SIM10, SIM K0.00. Et ça, c'était très parlant pour eux. C'est le cadre des agénésies dentaires liées aux dysplasies ectodermiques. Mais donc si dès que j'ai eu marqué SIM10 K0.00, j'ai plus jamais eu aucun refus. Donc voilà. Donc ça, c'est le mot magique à remplir au niveau de la pathologie. Si jamais effectivement, c'est très hétérogène, les CPAM. Il y a des dentistes conseils qui connaissent bien et d'autres qui connaissent moins bien. Et donc, autant parler le même langage. Donc ensuite, les signes cliniques sont à développer, mais finalement... pas besoin d'en mettre non plus une quantité astronomique. Du moment qu'on a le cadre diagnostique, c'est suffisant. Et il n'y a pas besoin d'avoir les résultats génétiques pour pouvoir obtenir une ALD d'oligodontie. Le diagnostic, il est avant tout clinique. Donc, certains patients... parce que c'est marqué comme ça dans les textes, il faut avoir le diagnostic, mais le diagnostic génétique n'est évidemment pas nécessaire. Et ensuite, donc, on coche la case ALD hors liste, ça tout le monde le sait, et puis eh bien, on remplit, on fait signer par le médecin traitant ou par le praticien du centre de référence. Et ça, c'était un accord qu'on avait obtenu avec la Caisse nationale, que toutes les demandes qui émergeaient des centres de référence et des centres de compétences n'avaient pas besoin d'être expertisées par le dentiste conseil. Bon, étant donné qu'on était, nous aussi, les experts, ça n'avait pas tellement de sens. Donc, normalement, les dossiers de nos centres n'ont pas nécessité... Enfin, ils ont le Stempel tout de suite sans expertise. Donc, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais c'était un accord qui était tacite entre nous il y a plusieurs années. Donc, voilà à quoi ressemble le document d'aide au remplissage. Donc, on informe, on renseigne sur ces tableaux-là le nombre de dents manquantes et puis les différentes phases du traitement, puisque cette ALD 31 prend en compte le remboursement des implants, mais également de tous les actes nécessaires avant la pose de ces implants. Donc les scanners qui sont indispensables, le montage des modèles en articulateur, s'il y a besoin de greffe osseuse, s'il y a besoin de gingivoplastie, tout ça a été bien, le panier de soins autour de l'implant a été bien pris en charge.
Et puis ensuite, vous voyez apparaître tout en bas un petit encart sur la prothèse. Parce qu'évidemment, l'implant tout seul ne sert à rien. L'implant, c'est simplement une cheville qu'on va mettre dans un mur, mais après, par-dessus, il faut bien y visser dessus une couronne qui va servir à rendre la dent fonctionnelle. À ce moment-là, quand il y a eu des négociations au niveau de cette prise en charge, étant donné que les prothèses dentaires avaient déjà un remboursement sécurité sociale, il n'y a pas eu de sur-remboursement de ces prothèses. Donc, l'implant est pris en charge à 100% par l'assurance maladie et le praticien n'a pas le droit d'appliquer un dépassement d'honoraires puisque c'est un tarif dit opposable. En revanche, sur tous les actes prothétiques, il faut bien prévenir le patient qu'il y aura un reste à charge en fonction des honoraires de son praticien. Donc, quelle durée de validité? Donc, on en a parlé. Alors, moi, je ne sais pas pourquoi je mets 5 ans systématiquement, mais et j'ai 5 ans. Mais alors, je croyais que c'était 5 ans max, mais j'ai appris aujourd'hui que c'était 10 ans. Bon, donc là, je laisserai les experts répondre à cette question-là. Et donc, si vous n'êtes pas d'accord, il y a effectivement cette voie de recours. Donc, nous, on a eu quelques patients qui ont fait des recours et les recours sont justifiés. Alors, moins dans le cadre des agénésies, mais pour d'autres pathologies, on a eu des recours et effectivement, c'est assez lourd et ça aboutit pas réellement, mais je vais pas m'étendre parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Donc, pour les praticiens, il faut bien les informer parce que les praticiens ne sont pas forcément au courant de cette particularité de la CCAM. Il faut bien les informer qu'à partir du moment où le patient a un protocole de soins, un ALD 31 pour des agénésies dentaires, il devra appliquer des codes CCAM spécifiques pour cela. Et donc, ces actes d'implantologie qui, normalement, n'ont pas de code CCAM, ont là un code CCAM. Et que le tarif lié à ce code CCAM est un tarif opposable. Et ça, il faut bien le dire, parce que le tarif est effectivement pas très élevé. Donc, on se retrouve dans la même problématique que les orthodontistes. Et donc, les praticiens libéraux ne vont pas forcément rentrer dans leurs frais en réalisant ces soins. C'est la raison pour laquelle la plupart de nos patients sont traités à l'hôpital. Bon, alors vous allez me dire, c'est un autre problème, et l'hôpital ne rentre pas non plus dans ses frais. Bon. Mais en revanche, il existe tous ces actes qui permettent aussi une codification, et j'allais dire qu'ils peuvent quand même un petit peu compenser le tarif un peu bas de l'implant en lui-même. Et ça, c'est des actes qui, habituellement, ne sont pas facturés quand on se fait poser un implant en libéral. Il y a des actes qui sont réalisés, comme je pense par exemple à la réalisation de guides chirurgicaux pour poser l'implant, la simulation sur un articulateur. Ça, c'est des actes qui, habituellement, le dentiste ne facture pas et qui sont, j'allais dire, inclus dans la globalité du prix de l'implant. Bon, là, on peut le facturer, donc ça peut permettre un peu d'être un peu moins perdant, j'allais dire. Donc voilà. Donc le dernier point, c'est sur donc cette étape de prothèse, et ça, c'est vraiment important. Ce qui a été mis dans le texte et dans le rapport HAS, c'est que la seule prothèse qui était prise en charge dans le cadre des agénésies dentaires, c'était des prothèses amovibles supra-implantaires. La plupart des patients à qui on pose des implants ne rentrent pas, il n'y a pas d'indication de cette prothèse amovible supra-implantaire, et au contraire, il y a une indication d'une prothèse fixe implantaire. Donc, ce qui fait que là, il y a un petit souci, et qu'il faut quand même bien prévenir les patients en amont qu'ils n'auront pas, s'il y a de la prothèse fixée, un remboursement à 100% par la sécurité sociale de leur traitement. Voilà. Bon. Évidemment, c'est critiquable, mais on est là aussi pour avancer. Je pense que c'est un premier pas, cette ALD 31 pour les agénésies dentaires, qu'effectivement, ça a été abordé, la problématique du patient, par un tout petit bout de sa problématique thérapeutique dans son plan de traitement, et on a réfléchi déjà. Et on a publié déjà, notamment avec Lisa qui nous a bien aidé sur ces travaux, à réfléchir à plutôt un panier de soins maladies rares qui serait bien plus cohérent. Donc voilà, donc peut-être que dans quelques années, on pourra enfin présenter le panier de soins maladies rares, et ça, on le souhaite tous. Voilà, je reste à votre disposition si vous avez des questions.
Merci beaucoup pour ce topo très précis, y compris les guides de remplissage. C'est parfait, c'est extrêmement clair. Une question rapide, une seule, au fond. Madame. Oui, bonjour. Je voudrais porter peut-être un point supplémentaire qui serait à voir avec les caisses, la Caisse nationale d'assurance maladie sur l'oligo. C'est que comme pour les fentes, ce sont des traitements répétitifs en orthodontie, comme ils n'ont pas de demande spécifique, ils n'ont le droit qu'à 6 semestres. Et 6 semestres, ce n'est pas assez. Donc cela pèse aussi parce qu'au moment où le patient va avoir besoin de ces implants, il y a souvent une reprise de traitement et il n'y a pas de prise en charge. C'est exactement ce qu'on a mis en évidence, hein, c'est qu'il n'y a pas que la partie implantologie chez ces patients-là. Il y a besoin d'une globalité, enfin d'une prise en charge d'une prise en compte, j'allais dire, par les organismes sociaux de l'ensemble des particularités de ce traitement. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs années, quand on avait échangé avec la cellule maladie rare de la CNAM, ils nous ont dit que la seule façon de faire changer la nomenclature et la prise en charge, c'était de passer par un texte HAS. Donc, ce qui veut dire que le premier pas, c'est de faire un PNDS, que ce PNDS donne lieu à une HAS, et c'est l'HAS qui peut saisir la CNAM, enfin vous m'arrêtez si je me trompe, mais c'est l'HAS qui peut saisir la CNAM pour demander une révision de la nomenclature. Donc voilà, on avance vers, enfin voilà, on a conscience de ça et on avance vers ça, mais c'est vrai que c'est des travaux qui sont extrêmement chronophages, ça prend du temps, et puis en plus, après l'HAS, il va falloir les négocier avec les syndicats, et que les syndicats des chirurgiens dentistes n'ont pas tout à fait les mêmes problématiques que les praticiens qui prennent en charge les maladies rares. Donc, ils vont pas forcément être aidants non plus. Donc, c'est un peu complexe.